Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, on va se poser la question comment on peut passer à côté d'un diagnostic d'une dépression postpartum, comment une mère peut vivre une dépression postpartum sans le savoir et comment des professionnels peuvent passer à côté d'un diagnostic pendant assez longtemps. Donc aujourd'hui, je vais interviewer du coup Marielle qui a accepté mon invitation. Donc, je suis ravie que Marielle soit là. Bienvenue Marielle. Bienvenue, bonjour. Alors, avant de démarrer, je me présente. Moi, je suis Cathy, je suis psychologue et coach pour les femmes qui veulent passer à l'épanouissement. Je suis aussi auteure d'un livre qui s'appelle Stop Burnout maternel. Euh, voilà, j'ai un trou. Et je suis aussi formatrice dans une école de coaching, dans laquelle d'ailleurs Marielle est stagiaire. Donc, on se connaît aussi par ce biais-là. En tous les cas, je connais Marielle déjà depuis un certain temps et elle a accepté mon invitation de venir témoigner sur l'épuisement maternel qu'elle a vécu. C'est déjà très gentil et très courageux d'en parler parce que c'est encore un sujet malheureusement un peu tabou. Donc aujourd'hui, je souhaite que justement on en parle de plus en plus et que les femmes sachent qu'elles ne sont pas seules, qu'elles ne doivent pas avoir honte de vivre ce genre de situation, que ce n'est pas de leur faute et qu'il y a la possibilité de s'en sortir et de ne plus jamais s'épuiser. Donc Marielle, tu as peut-être déjà commencé par te présenter, nous dire un petit peu qui tu es. Bon, rebonjour, donc Marielle, j'ai 42 ans, je suis coach, naturopathe et thérapeute en EFT. Depuis 2 ans maintenant, j'accompagne les femmes à pouvoir reprendre pied dans leur vie et à pouvoir réaliser leurs désirs. Voilà, j'ai un parcours de vie privé avec 2 enfants que j'ai eus à 30 et 36 ans. Voilà, un garçon et une fille. Donc du coup, tu m'expliquais en aparté là, que tu avais rencontré des difficultés en tant que maman. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu cet épisode de ta vie? Alors en fait, quand j'ai eu mon premier enfant, il était très désiré, mon premier enfant. J'ai vraiment, pendant, je dirais bien 2 ans, tanné au corps mon mari parce que je voulais un bébé, je voulais un bébé, je voulais un bébé. Donc c'était vraiment une grossesse désirée et je m'attendais, j'avais beaucoup d'attentes concernant la maternité en fait. Je m'attendais à avoir un épanouissement total en tant que mère, à ce que ça apporte euh, énormément à ma vie, dans le sens que ça la remplisse et que je m'attendais à ce que ça comble beaucoup de choses. Et puis, je m'attendais aussi à être une bien meilleure mère que ma mère. Voilà, il y avait beaucoup de choses à réparer. Et j'ai oublié ta question. et, et donc... Raconte ton épisode de maman épuisée. Voilà. Et donc, j'ai eu mon premier enfant qui, effectivement, aujourd'hui a presque 14 ans. Et d'abord, la grossesse a été assez difficile puisque ça ne correspondait pas non plus à mes attentes sur le moment. Je m'imaginais une grossesse facile, légère, sauf que la fin de la grossesse, c'est pas toujours très facile et très léger. Et puis après, en fait, en tant que mère, je me suis rendu compte que j'avais énormément de doutes, d'insécurité. J'aurais voulu pouvoir m'appuyer sur des conseils, sauf que j'en ai demandé plein des conseils. Et puis, j'ai eu tout et son contraire. Et j'ai pas su à ce moment-là m'écouter et écouter ce que moi je ressentais. J'étais tellement en insécurité que je voulais suivre tous les conseils du monde. Donc, j'avais lu 70 bouquins, j'avais regardé 55 émissions, j'avais parlé avec 70 mères. Et puis, au final, plus j'allais vers l'extérieur et plus je m'insécurisais, en fait. Et j'ai fini par décider que je ne laisserais plus pleurer mon bébé parce que j'ai essayé plusieurs fois de l'endormir en laissant pleurer 5 minutes, puis 5 minutes. Et cette décision, ça a été une bonne décision et une mauvaise décision. Ça a été une bonne décision parce que c'est la première fois où j'ai réussi vraiment à écouter mon intuition, mais ça a été une mauvaise décision parce que ça a été la décision qui m'a menée vraiment à l'épuisement. J'étais en manque de sommeil total. J'ai considéré pendant longtemps que j'étais la seule à pouvoir s'occuper de lui, donc je ne laissais pas la place au papa et il ne la prenait pas non plus. Parce que c'est toujours un jeu à deux. Et donc, j'ai
j'ai vécu pendant 6 mois plein, uniquement à travers mon enfant. Uniquement à travers ses besoins, uniquement à travers ses désirs, uniquement à travers ses cris, uniquement à travers oui, ses besoins. Et j'en ai complètement oublié les miens. Et au bout de 6 mois, complètement désemparée, j'ai été consulter différents professionnels. Alors ça va du psychologue au gynécologue, à la sage-femme, au pédiatre, qui m'ont tous dit « Oh là là, vous êtes une mère très stressée, il faut que vous vous détendiez un petit peu, ça ira beaucoup mieux. » Lâchez prise. Et pas un a vu à quel point c'était déjà entamé les ressources que j'avais et à quel point j'avais besoin d'aide. Et j'en étais au point que quand mon mari rentrait, en fait, après sa journée de travail, je lui collais de manière très violente presque mon fils dans les bras en lui disant « Prends-le, j'en peux plus ». Mais j'en profitais pas du coup pour aller faire des choses et pour me ressourcer. Parce que je culpabilisais de lui donner de cette manière. Parce que pour moi, j'abandonnais mon fils. Et donc, c'était un cercle vicieux comme ça. Et je crois que la seule personne qui m'a un peu fait du bien à l'époque, c'était une pédiatre qui était déjà en fin de carrière et qui m'a dit, je suis allée la voir parce que Raphaël pleurait pour je ne sais quoi, je pensais qu'il avait des problèmes de digestion, voilà. Et qui m'a dit, je ne pense pas que votre fils ait un problème. Par contre, je pense que vous êtes au bord de la rupture. Il va falloir regarder ça. Et qui a dit à mon mari, il va falloir que vous aidiez votre femme parce que là, je pense qu'on court à la catastrophe. C'est la seule personne qui a vu, en fait, que je faisais une dépression et que et que c'était plus du baby blues. Parce qu'au bout de 6 mois, on n'est plus dans du baby blues. Je pleurais toute la journée, donc c'est plus du baby blues. Ok. D'accord. Donc, au bout de 6 mois, quelqu'un finit par te dire il y a un problème. Il y a quelque chose à travailler chez toi pour sortir de cette situation. Chose qui n'est pas normale. Ok. Oui, parce que pour moi, je voyais bien que c'était pas normal. Mais je voyais pas comment en sortir, en fait. C'était infernal pour moi. Et puis après, j'ai repris le travail. Et du fait, je culpabilisais moins, de moins m'occuper de lui parce que j'étais au travail. J'avais une excuse valable pour faire autre chose. Et heureusement, on a pris une nourrice pour mon fils et cette femme était une femme très expérimentée et elle m'a beaucoup soulagée. Elle était très flexible, elle m'a donné beaucoup de conseils sur en fait comment même simplement comment pas comment prendre soin parce que je trouve ça un peu c'était plus comment le calmer par exemple. Et elle nous a permis, enfin, comme ils avaient une très bonne relation, de temps en temps, on lui laissait le week-end entier et on partait, mon mari et moi. Donc, ça m'a permis vraiment de me ressourcer. Et je sais qu'elle a aussi beaucoup incité mon mari à faire des choses avec lui. Et ça a été très, très bénéfique. Mais c'est que des gens, en fait, qui nous ont aidés dans le sens... je dirais les gens qui nous ont aidés, c'est les gens qui ont vraiment vu à quel point la relation mère-enfant était en train de s'abîmer. C'est-à-dire que moi, je ne montrais pas ma dépression. Je ne montrais pas à quel point j'étais dans un mal-être parce que je culpabilisais énormément. Donc, je ne voulais pas le montrer. Et au bout d'un moment, il y a des gens qui ont commencé à voir ça à travers la relation que mon fils avait avec moi. Cette relation fusionnelle qui faisait que je ne pouvais pas le lâcher. Il était complètement collé à moi. Et parce que simplement, je pense qu'il y avait une relation d'abord très fusionnelle, mais aussi de... Tu sais, les enfants, ils sentent quand leur mère ne vont pas bien. Et je pense qu'il était... on avait une espèce de relation, j'ai besoin de toi, mais je te hais quand tu es là parce que tu me prends tous mes besoins et mes ressources, mais j'ai besoin de toi. Ouais, c'est un cercle vicieux. Et effectivement, tu ne pouvais pas tricher dans ta relation avec ton enfant, du coup. Non, ça n'était pas possible. Tu pouvais tricher avec les autres, leur faire croire que tout allait bien, pas avec ton enfant. C'est ça. Ok, la particularité, c'est aussi que tu n'avais pas grand monde autour de toi, peut-être.
Tu vivais déjà en Allemagne Ben, à cette époque? non, j'étais à Toulouse, mais c'est vrai que ce soit mes parents, mes beaux-parents, ils habitaient loin. Et puis, bah, à 30 ans, on n'avait pas beaucoup de personnes expérimentées autour de nous, quoi. Parce que on était avec des gens de notre âge et la plupart, c'était leur premier enfant. Ils n'avaient pas plus d'expérience que nous. Ok. Ok. Du coup, ça a duré combien de temps, là, cette épisode où tu t'es senti, Pardon, excuse-moi. bonjour le chien, où tu t'es senti épuisée, enfin, voilà, entre le moment où d'ailleurs, entre le moment où, environ 6 mois, où tu as commencé à comprendre il y a un truc qui déconne, et le moment où tu as commencé à avoir le bout du tunnel, justement. Ce qui est une longue période. Ouais, ça a été très long. Parce qu'après, on a eu une agression par-dessus. Mon mari s'est fait agresser. Et ça a été. Je pense que j'ai commencé à voir le bout du tunnel quand mon fils avait 3-4 ans. Et, et par de l'accompagnement, en fait. J'ai été voir. Donc, on a déménagé en Allemagne et j'ai été voir une naturopathe et coach. Et c'est elle qui m'a montré les mécanismes inconscients qui se jouaient, montré l'insécurité, à quel point. Parce que, en fait, j'ai eu une enfance où j'ai manqué beaucoup de sécurité affective. Parce que j'avais des parents très permissifs, surtout mon père, et ça m'a complètement insécurisée. Et du coup, je voulais sécuriser mes enfants, mais je suis allée dans la polarité extrême inverse, et, je passais mon temps en fait à les insécuriser en leur envoyant le message, consciemment ou inconsciemment, le monde est dangereux, tu ne peux être en sécurité qu'avec moi. Parce que j'en étais persuadée en plus. Et Parce que c'était inconscient que tu réagissais comme ça, tu ne te rendais pas compte. non, et De ça. puis c'est cette espèce de... En fait, ce qu'elle m'a vraiment fait comprendre, c'est la nécessité de la frustration et du désir. Moi, j'étais dans une éducation, je ne veux pas que mes enfants souffrent, je ne veux pas qu'ils soient frustrés, je veux qu'ils se sentent bien, que leurs besoins soient remplis. Donc, j'étais dans une éducation d'enfant roi, tu vois. Et sauf que l'enfant roi, bah, c'est ni bon pour l'enfant, ni bon pour les parents, en fait. Donc, quand on parle d'enfant roi. Et donc, du coup, elle m'a fait comprendre ça, et elle m'a fait comprendre aussi la nécessité d'avoir d'avoir une mère, qu'en ayant une mère saine et heureuse, on puisse du coup se développer de manière bien plus sereine. Ok. En Ça devait, fait, ça devait commencer par toi, en fait. ouais, et puis elle m'a fait aussi, enfin, elle m'a fait prendre conscience du prix des sacrifices que je faisais. C'est-à-dire que j'étais dans une espèce de rôle de mère sacrificielle, mais je le faisais payer derrière parce que j'étais épuisée, j'avais plus de patience, je m'énervais pour tout. Et donc, du coup, tous ces sacrifices que je faisais, soi-disant pour leur bien-être, bah, ils se le reprenaient dans la gueule derrière parce que moi, j'étais complètement épuisée et que j'étais plus disponible. Et je crois que c'est ces prises de conscience-là, de ces mécanismes-là qui m'ont fait énormément avancer et qui m'ont fait lâcher cette culpabilité de ne pas être la mère parfaite. Ni parfaite, ni 100% du temps parfaite. Parce que c'était cette image-là que tu avais de la mère, en fait, avant, peut-être. Bah, en fait, pas... j'ai mis longtemps à faire le deuil de la mère que j'aurais voulu avoir. Et du coup, j'ai voulu être la mère que j'aurais voulu avoir. Sauf que c'était une mère totalement fantasmée, en fait. C'était une mère à 100% disponible pour ses enfants, à 100% derrière eux, heureuse, épanouie avec la banane tout le temps, avec énormément d'énergie et capable d'avoir un enfant en bandoulière ici, un autre qui lui fait faire les devoirs pendant qu'elle prépare un gâteau et le tout avec le chien qui fait le cirque à qui elle lance des sucreries. Tu vois, c'était totalement faux comme vision de la maternité. C'était la vision de la maternité que tu as dans les magazines des années 50. Même pas dans les magazines d'aujourd'hui. Oui, ça peut paraître comme étant un cliché, d'imaginer être ce genre de mère-là.
Et pourtant, c'est une réalité. C'est parce que t'as fantasmé, enfin, c'est même pas rêvé, oui, c'est fantasmé cette mère-là que tu t'es mise dans cette situation-là, finalement, petit à petit, Totalement. sans t'en rendre compte. En plus Totalement. d'événements qui se sont produits autour de toi, enfin voilà. Ouais, mais Ok. des événements difficiles, on en a toujours, tu vois. Mm. Sauf que quand on part sur une base qui est déjà l'épuisement, c'est compliqué de s'en relever. C'est ça. Ça aide pas. Ok. Donc, du coup, tu as mis, ouais, c'est ça, 4-5 ans pour commencer à voir le bout du tunnel et à te dire, tiens, voilà mes mécanismes, je me comporte de telle manière. Ouais, puis même à profiter de la maternité, entre guillemets. C'est-à-dire Ok. qu'avant, c'était un tel poids que je me rends compte, même maintenant, tu vois, avec du recul, que j'ai enlevé beaucoup des souvenirs de cette époque. Pourtant, il y avait beaucoup de souvenirs heureux, hein, c'est pas la question. Mais il y avait beaucoup de souffrance. Il y avait tellement de souffrance que pour moi, c'était mes souvenirs, ils sont teintés en fait. Ok. Donc, effectivement, tu te rendais pas compte, toi, à l'époque, de ce que tu étais en train de vivre. C'était pas. Non, pas du tout. Ok. Puis, tu sais, le mot dépression, le mot burn-out ou le mot épuisement, c'est des mots tabous, tu vois. C'est même ma naturopathe coach qui, à l'époque, m'a pris en charge, m'a dit, au bout de peut-être 1 an de suivi, après avoir fait un travail sur d'où tu viens et où tu en es arrivé, m'a dit, tu sais, tu étais en dépression. Est-ce que tu te rends compte de ça? Et moi, c'était non. Moi, en dépression, mais non, ça n'existe pas. Pour moi, la Ouais. dépression, c'était, tu vois, le cliché de quelqu'un qui est dans le canapé et qui peut plus se lever, quoi. Pour moi, la dépression, c'était ça. C'est pas du tout ce que tu vivais. Tu n'étais pas dans ton canapé affalé. Non, C'est plutôt l'inverse. c'est ça. Mais Effectivement, la malheureusement, du dépression Pierre. postpartum, c'est pas quelque chose qui ressemble à une dépression classique, quoi. C'est vraiment lié à la maternité et ça te fait te bouger. Tu fais tout pour ton enfant, quoi. C'est ça. Ok. Mais tu vas très mal. Si tu avais su d'ailleurs à l'avance ce que tu avais, tu aurais changé quelque chose? Si très rapidement, on t'avait dit vous êtes épuisée, madame. Je sais pas, est-ce que ça aurait changé quelque chose? Du recul. Peut-être, ouais. Si on m'avait... J'allais dire si on l'avait dit au couple, tu vois. C'est-à-dire que si on avait dit, écoutez, monsieur, c'est ce qu'a fait la pédiatre à l'époque, hein, et ça a déjà changé un petit peu. Si on avait dit, si vraiment au tout début de la prise en charge des parents, dans les premiers mois, on expliquait bien que ça doit être quelque chose qui doit être équilibré et que, je dis n'importe quoi, mais non, c'est pas n'importe quoi d'ailleurs. Je donne un exemple. Tu vois une mère qui allaite. Moi, j'étais persuadée qu'une mère qui allaite, eh ben, c'est elle qui s'occupe de l'enfant toute la nuit, quoi, parce que de toute façon, ça sert à rien que le père il se lève. Mais quelle grosse foutaise! Parce qu'en fait, l'allaitement, c'est bien gentil, mais ça dure un quart d'heure. Mais après, l'enfant, il faut le changer, le rendormir. Et alors, tout va bien s'il se rendort directement au sein. Mais après, tu dors avec ton enfant. C'est pas là où tu dors le mieux. Enfin, moi, quand je dormais avec mes enfants, j'avais toujours peur de les écraser. Donc, je leur roulais dessus. Donc, en fait, je dormais très mal. Donc, le mieux, c'est quand même de remettre l'enfant soit dans son berceau à côté, soit dans sa chambre en fonction de ce que tu as choisi. Et ça, c'est pas forcément à la mère de le faire. Ok, donc effectivement, le fait déjà de reconnaître que tu vas mal, que quelqu'un reconnaisse que tu vas mal et pas directement te dire vous êtes trop stressé, arrêtez d'être stressé, déjà ça aurait pu être une aide. Ok, Oui, puis intéressant. reconnaître que c'est une histoire de couple et d'équilibre, tu vois. Parce que le fait de dire à la mère, vous êtes trop stressé, lâchez prise, c'est encore une fois sa faute. C'est lui dire, vous faites mal. Oui. Donc, alors qu'elle essaye de tout faire pour faire bien. Donc, c'est vraiment pas la solution. Elle se croit toute seule à ce moment-là, la mieux. Mm. Elle n'est pas toute seule. Tu vois, c'est un peu la même chose que si quelqu'un arrive et qui s'est coupé avec un couteau et que tu lui dis, mais arrêtez de saigner. Ben, il ne sait pas faire, quoi. Mm. Il n'a pas de solution. Comment justement tu as pris la décision de te dire
Déjà, qu'est-ce qui fait que tu as été consulter cette naturopathe? Est-ce que ça a été justement un élément déclencheur de ta prise de décision de changer des choses ou est-ce qu'il y a eu autre chose qui t'a fait te Non, dire, c'était mon fils qui avait mal au ventre assez fréquemment et on ne savait pas si c'était une intolérance du stress, quelque chose. Donc j'ai été voir cette naturopathe et, euh, et en discutant avec elle, je crois que je lui ai parlé des difficultés que j'avais parce qu'à l'époque que quand je suis arrivée en Allemagne, j'étais au chômage et donc je cherchais un emploi. Et c'était extrêmement difficile de mettre Raphaël à la crèche. Il ne voulait pas y rester. Certainement parce que, enfin ça s'est vérifié après, c'est pas certainement, parce que je culpabilisais de l'y mettre, parce que moi, je n'avais pas un emploi, je cherchais un emploi. Donc, chercher un emploi, c'est un emploi à plein temps, mais c'est culpabilisant parce que j'étais à la maison et j'aurais pu, soi-disant, m'en occuper. Sauf qu'en fait, si je m'en étais occupée, j'aurais pas trouvé de travail. Et, euh, et ça s'est confirmé par la suite, puisque du moment que j'ai été embauchée, il est resté à la crèche sans plus pleurer. Voilà, culpabilité partie, enfant pleure plus. c'est ça. Ok, donc tu as été consulter ces naturopathes à la base pour ton fils. Et ensuite, qu'est-ce qui a été déclencheur de ton désir de changer des choses chez toi, dans ta relation à ton fils, dans ton couple? Qu'est-ce qui a été déclencheur et qu'est-ce qui a changé après ça? Ce qui a été déclencheur, c'est vraiment de travailler sur moi et de comprendre les mécanismes et de comprendre aussi bah, le mal, finalement. Assez souvent, je me souviens au début, elle me disait, si tu ne le fais pas pour toi, fais-le pour eux. Parce qu'elle savait que c'était un moteur chez moi. Et c'était peut-être pas le meilleur moteur qui soit dans l'absolu, mais c'était un moteur. Et donc, ça me permettait en fait d'avancer sur moi sous couvert en gardant cette espèce de je le fais pour eux, donc tout va bien. Je peux le faire pour moi puisque je le fais pour eux. Et, euh, et en fait, ça m'a permis du coup d'avancer sur plein de points et de comprendre à quel point, sous couvert de, pardon, sous couvert de bienveillance et d'amour inconditionnel, à quel point j'étais maladroite en fait. Et à quel point c'était pas forcément intuitif d'élever des enfants, tu vois. Et, euh, et c'est là que j'ai compris qu'il y avait plein de trucs que je faisais mal, mais avec une bonne volonté. Donc, tu avais Et une du, bonne base, une bonne volonté. c'est ça. Mais j'étais remplie d'amour, mais d'un amour qui était mal positionné, Ouais, il y avait une confusion déjà entre amour et sacrifice, effectivement. complètement. Ok, et qu'est-ce que ça a Et changé? pardon, excuse-moi, j'ai beaucoup aussi, on a beaucoup travaillé au début, c'est vrai que c'est un peu loin maintenant parce que mon fils il a quand même 14 ans, on a beaucoup travaillé aussi sur la relation que j'avais moi avec ma mère en miroir, tu vois. Parce que c'était important dans le sens où je voulais réparer. Donc il a fallu déjà que je fasse le deuil de la mère que j'aurais voulu avoir, avant que je puisse faire le deuil de la mère que je souhaitais, la mère parfaite que je souhaitais être, pour Ouais. enfin finalement trouver la mère que je veux être. Ça a vraiment été des étapes. Bon, ça prend du temps, effectivement, de s'en sortir. Et quels ont été les... Il y a eu un avant et un après, du coup, même si ça a été progressif. Qu'est-ce qui a été différent après, justement? Je peux te dire ce qui est différent aujourd'hui par rapport à ce que je t'ai décrit. Donc aujourd'hui, je suis plus une mère sacrificielle, c'est-à-dire que quand je fais des choses pour mes enfants, euh, je suis heureuse de le faire. Et dès que je sens qu'il y a un truc qui me titille, que c'est de la tension que ça me fatigue ou que j'ai pas envie, je me pose la question, est-ce que c'est bien nécessaire? Parce qu'il y a des choses qui sont nécessaires, point, il n'y a pas à discuter. Euh, si ma fille, elle me réveille à 4 heures du matin parce qu'elle a fait un cauchemar, évidemment, j'ai pas envie de me lever, mais évidemment, je le fais. Euh, Par contre, quand ils arrivent et qu'ils me disent, ouais, j'ai envie de jouer à je sais pas quoi, et que j'ai pas envie, et ben, avant, je me serais forcée. Je disais même à mon mari, oui, quand tu es avec notre fils, tu n'es pas disponible à 100% pour lui, donc ça veut dire que tu n'es pas là. Aujourd'hui, c'est complètement l'inverse.
enfin, c'est pas l'inverse, mais c'est dosé, c'est-à-dire que si j'ai envie de jouer, je joue, si j'ai pas envie, je joue pas. Et ma fille, elle sait, par exemple, que j'adore organiser les maisons Playmobil, mais je déteste jouer avec les figurines, donc je ne joue pas. Je l'aide à organiser ses maisons et après, elle joue toute seule. Donc, je suis vraiment dans ce que j'aime faire et pas dans le sacrifice. Et ce que j'ai gardé, des choses qui étaient importantes pour moi, c'est la communication avec mes enfants. Ça, depuis le début, c'est un truc qui est... je le dis parce que souvent, on se dit, oui, si on change d'éducation, il va falloir tout lâcher. Enfin, tu vois, on est souvent dans le... Voilà, il va falloir que je change complètement mon mode d'éducation. Non, c'est juste, en fait, j'ai travaillé beaucoup sur les valeurs que je voulais leur transmettre, ce qui m'a fait aussi travailler sur moi, du coup, parce que je suis quelqu'un qui est assez spontané et j'ai pu être très impulsive et très colérique. Mais c'est quelque chose que je ne voulais pas leur transmettre, justement. Je n'avais pas envie de transmettre cette agressivité verbale. Donc, du coup, j'ai travaillé sur moi pour que je leur transmette le moins possible. Est-ce qu'aujourd'hui, tu peux te dire que cet épuisement avait un sens? Qu'est-ce que tu Je as sais, compris finalement? Ce qui s'est passé? je sais pas si on peut dire un sens parce que oui, ça m'a apporté des choses et j'ai compris des choses grâce à ça. Et certainement que sans ça, il y a des choses qui seraient allées moins vite dans ma compréhension. Mais de là à dire que ça a un sens, tu vois, ça fait un peu déterminisme pour moi. Et non, enfin, on n'est pas obligé de passer par là pour comprendre des choses. C'est pas un chemin obligatoire. Mais justement, enfin, est-ce que justement ça t'a permis de réaliser des choses Si tu n'avais pas vécu ça finalement, qu'est-ce que tu n'aurais pas vu chez toi? Je pense que j'aurais pas vu le miroir que je faisais avec ma mère, même si c'est un grand classique, hein, mais il y a plein de gens qui le voient pas. J'aurais pas vu à quel point ça m'a permis en fait le fait d'accepter la mère que je veux et que je peux être, dans le sens vraiment capacité, parce qu'il y a des choses que je ne peux pas donner à mes enfants, parce que c'est pas moi. Ça m'a permis aussi d'accepter ma mère. Et ça m'a permis d'avoir une bien meilleure relation avec ma mère, mon père étant décédé. Et du coup, c'est quelque chose que j'aurais certainement pas travaillé comme ça si j'avais pas eu ça. Ok. Oui, l'idée, effectivement, c'est pas de se dire il faut vivre un épuisement pour se rendre compte des choses à travailler. Mais pour celles qui, à mon sens, vivent ce genre de situation, voilà, qui s'épuisent dans leur maternité, je trouve ça aussi important de leur dire bah, qu'est-ce que je peux apprendre de cette situation? C'est difficile, mais qu'est-ce que je peux apprendre de moi pour transformer les choses en fait derrière? Moi, ce que j'entends, c'est que tu as transformé plein de choses. J'ai effectivement appris plein de choses sur mes besoins aussi. Il y a des gens qui supportent mieux le manque de sommeil que d'autres. Moi, j'ai vraiment du mal avec le manque de sommeil. Ce qui n'est pas le cas de mon mari, par exemple. Il y a des gens qui supportent mieux le bruit que d'autres. Voilà, j'ai appris plein de choses sur mes limites, en fait, jusqu'où je peux aller et que à ce niveau-là, je ne supporte plus. Et avant, comme je ne m'écoutais pas, en fait, je ne m'écoutais que quand je dégoupillais complètement. Il n'y avait pas d'entre-deux, en fait. Le sacrifice ne permettait pas de t'écouter. Hein. Complètement. Accaparer sur ton fils, que c'était compliqué. Ok. Est-ce que tu avais autre chose à rajouter? En fait, il y a une chose qui est extrêmement importante et que tout le monde dit, mais que personne ne fait, c'est complètement con, c'est vraiment de faire en fonction de ce qu'on est. Et, et, et du coup, de ne pas écouter les conseils dans le sens, c'est pas qu'ils sont nuls, ces conseils. Ils ont peut-être été parfaits pour la personne qui les a écrits au moment où elle les a écrits. Et peut-être qu'ils seront parfaits pour nous dans 2 ans. Mais à ce moment-là, c'est peut-être pas le bon, quoi. Donc, en fait, c'est vraiment que ce soit quand on lit un bouquin, quand on discute avec sa mère, quand on discute avec un pédiatre, de vraiment prendre ce qui nous parle. Je parle en termes d'éducation, hein, pas de médecine. De vraiment prendre de ce qui nous parle, ce qui est important pour nous et ce qu'on arrive à mettre en place plutôt que d'essayer de mettre des solutions toutes faites en place. Ok, donc faire en fonction de qui on est.
Et si tu avais des conseils justement, alors ça c'en est un déjà, toi, en fonction de qui on est, comment faire en fonction de qui on est, et puis est-ce que tu as d'autres conseils pour justement que les femmes ne soient pas dans leur rôle de mère? Laissez papa prendre sa place. Et s'il ne veut pas, mettez-lui un coup de pied au cul pour qu'il l'apprenne. Je pense que c'est quelque chose qui est assez fréquent parce que on devient mère du moment qu'on est enceinte presque et on devient père bien après la naissance. Et forcément, c'est compliqué, étant donné qu'on est mère depuis déjà plusieurs mois, d'arriver à passer ce flambeau en fait. Mais en même temps, ce qu'il faut bien se dire, c'est deux choses. C'est que la première, c'est nécessaire et pour l'enfant et pour le père et pour la mère. Voilà. Et la deuxième, c'est qu'en fait, plus on attend et plus ça sera dur en fait. C'est-à-dire que moi, j'ai bien vu dans la deuxième expérience de maternité que j'ai eue avec ma fille, comme je ne voulais pas de deuxième enfant, à la base, j'étais vraiment pas chaude pour en avoir un deuxième. Mon mari m'a quand même bien motivée. Et une de mes conditions, ça paraît très bête comme ça, mais je lui ai dit, il faut que tu participes plus parce que je ne veux pas retomber dans ce que j'ai vécu la première fois. Et je pense qu'il s'est levé 3 fois plus pour ma fille que moi. Et en fait, comme il l'a fait dès le départ, ça a été facile pour lui. Alors, je ne dis pas que c'est facile de se lever la nuit, hein, mais c'était facile pour lui dans le sens où il a appris à connaître cette petite fille très vite, à connaître ses besoins, à connaître sa façon de communiquer, à connaître ce qui la rassurait, etc. Et en fait, plus on attend, et plus c'est compliqué de rentrer là-dedans parce que il y a une espèce de cercle vicieux. La mère veut pas le laisser parce qu'elle sait mieux que le père, parce que forcément elle a plus d'expérience et de temps avec les enfants. Et le père n'est pas une aide pour la mère. Pour moi, quand on crée une famille, c'est un tripartite, quoi. Et c'est pas un couple avec un truc en plus. C'est pas une mère et un enfant avec un truc en plus. C'est vraiment 3 parties prenantes. C'est un couple parental, surtout. Vous êtes deux, effectivement, deux à vous occuper de l'enfant. Donc ça serait un des conseils que je donnerais. Et le dernier conseil que je donnerais, c'est lâchez-vous la grappe en termes de pression, quoi. Je sais que mais tu vois, c'est pas lâcher prise dans le sens comme on a essayé parfois de le vendre. Oui, faites de la méditation, calmez-vous. Non, ça, c'est des pansements, en fait. C'est vraiment faire un travail sur soi dans le sens qu'est-ce qui est important pour moi, quels sont mes focus, et choisir ses combats, quoi. Si mon combat, c'est important pour moi que mes enfants ils mangent bio et qu'ils mangent sainement, et voilà, ça c'est un combat. Mais tu peux pas tous les mener, les combats. Ça, c'est pas possible, ça n'existe pas en fait. On peut pas mener les combats sur tous les fronts parce que c'est comme ça qu'on tombe dans l'épuisement. Donc choisissez vos combats en fait, voilà. Et du coup, choisissez vos valeurs en fait qui sont cachées derrière. Ouais, et en mettant de la conscience là-dessus, quoi, en fait. Le lâcher prise, il y a une sorte pas de conscience là-dessus. C'est ça. Sur des solutions de méditation, de sophrologie, même si ces techniques fonctionnent aussi, mais elles ne vont pas voir au fond en fait la difficulté, quoi. Chouette, merci Marielle pour tout ce partage très riche. Merci beaucoup à toi. Si on veut te trouver, je mettrai tes coordonnées dans le descriptif. Merci. Je propose des accompagnements du coup en 3 et 6 mois. Et voilà, et c'est déjà pas mal. Et donc, si vous voulez trouver Stop au burn-out maternel, la méthode pour passer de l'épuisement à l'épanouissement, il sera bientôt sur notamment Amazon. Voilà. Donc, je vous dis à très vite pour une nouvelle interview.